Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de QLS, épisode numéro 62. QLS, le meilleur podcast sur l'Euroleague, tu connais, rendez-vous toutes les semaines, même quand Brad est en déplacement, même quand Brad est en vacances, même quand Brad est en strip club, on est toujours là. Je suis avec mon gars Brad, du coup, Ah ouais. Ça va enfin Ouais, bizarre d'entrer quand même, hein. On n'est pas dans les strips, nous, hein. NH, après ceux qui veulent, ils font, tranquille, moi je suis pas trop dans ça. C'est par rapport Parce que... que- des strip club gay. T'inquiète, tu peux leur dire maintenant. Tu vas dire quoi? Tu peux leur dire, t'inquiète. Moi je suis ouvert d'esprit, mon gars. C'est vrai, c'est Mais important. pas ouvert ailleurs. Payer amour sur tout le monde. Voilà. Non, ça va, en vrai de vrai. Non, en vrai de vrai, ça va bien, hein. Je suis fatigué, j'ai dormi 5h30, Oh. ce soir j'ai match. Une performance, hein. Ça s'annonce encore une performance incroyable pour bien finir la saison, pour bien gâter la montée. Écoute, on verra. On verra bien. On verra quand je posterai la vidéo, il y aura les résultats. Parfait. Allez voir R2 poule A. On va rire encore. Très bien. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like en vif, de suivre, enfin de vous abonner ou de laisser un commentaire pour débattre avec nous. Il y a pas mal de choses à dire, surtout que là on approche de la fin de saison régulière et donc c'est très chaud. Non, pas enfin, parce que c'est pas comme l'NBA, gros. La saison régulière Euroleague, c'est du poulet, frère. Non, c'est gang, mais... Non, mais c'est gang, gros. Moi, franchement, la saison régulière Euroleague, tu regardes, tu kiffes. Non, mais on se régale. C'est pas comparé à la NBA, tu le dis, il y a des matchs, ça y est, la NBA, on n'en peut plus. C'est long pour rien. Voilà, là, l'Euroleague, on se régale. Mais enfin, ce qu'on veut, c'est quand ils vont se mettre là sur les playoffs, c'est ça, tu vois. Surtout que Paris est officiellement rempli, donc ça, c'est cool. Très bien. On parlera aussi aujourd'hui de NBA Europe. Parce Oui. que je pensais qu'on en avait parlé, mais vu les commentaires la semaine dernière, je me suis rendu compte que non. On a abordé vite fait le sujet, ce que je disais lors du Final Four à Abu Dhabi. Mais on Donc n'était ça, pas il y a un rentré dans moment. le sujet. De toute façon, nous on va en parler, mais je vous invite quand même. First Team, ils ont fait une vidéo Oh, de fou. très complète sur le sujet, vraiment très bien. Donc allez voir s'ils disent des choses que nous on dit pas ou vice versa. 52 minutes. Donc voilà. On commence comme d'hab sur. Pas de pouces, pas de... J'ai dit les pouces. T'as dit les likes. Oh, les likes. Ouais, toi, Ok. tu veux trop ton pouce dans ton film. Non, là, c'est ça pas va. moi, mais pouces, c'est tout, vas-y. Ouais, bah c'est un like, c'est pareil. Très Et bien. n'oubliez pas aussi de vous abonner sur TikTok et Instagram QLS Pod, où on poste tous les meilleurs extraits. Où notre community manager poste un extrait par semaine. Ouais, ça doit être ça, ouais. Mais t'inquiète, là, je vais relancer. Ok, on est parti. On Let's commence go. sur les clubs français. Let's C'est go. parti pour les clubs français. Les clubs français, alors tout de suite on va évacuer Asvel Baskonia. Oui. Asvel Baskonia. Bon, faut savoir que j'ai eu des nuits très courtes ces derniers temps, donc il y a des matchs que j'ai squeezés. Je suis honnête, Asvel Baskonia, je n'ai pas regardé. Moi, j'ai Quand regardé. je vois le score, T'as bien j'ai fait. rien raté. J'ai regardé. Premier carton, 30-14. Après, ils ont pris 30 points encore. Puis après, ils ont pris 25. Et après, ils ont pris 20, quelque chose comme Ok, ça. voilà. Le match est évacué rapidement. Il n'y a jamais eu de match, il n'y a jamais eu de rencontre. Ils sont jamais rentrés dedans. De l'autre côté, Baskonia a déroulé. En plus, ils jouent à domicile. On sait que Baskonia à domicile, ils déroulent. Ils ont de l'adresse. C'était pas l'Asvel? Non, c'était en Espagne. J'allais dire à Baskonia, mais oui. Mais en tout cas, Marcus Howard, il est tout de suite rentré dans sa rencontre. Stadas, on l'a trouvé. Shimaboneke On s'en bat a les couilles, déroulé. Ouais, non, mais c'est juste pour te dire que l'Asvel s'est fait détruire et que voilà, il n'y a pas eu de match. Ok, on part, si tu veux qui? Tu veux Paris, tu veux Monaco? Oui, Monaco. Allez, Monaco. Alors, Monaco qui jouait le Pana, c'était un match à moitié important parce qu'en vrai, les deux équipes ont validé leur place dans le top 4. On sait que quand tu joues top 4, après, tu as juste l'avantage du terrain sur ta série de playoffs, derrière, tu joues ton Final Four. Au Mais. final, c'est juste qui tu vas rencontrer. Oui, mais- Vas-y. Non, mais voilà, donc c'était un match entre deux grosses équipes, sans grands enjeux. Oui, Je pense que ça s'est ressenti plus chez une équipe que chez une autre. oui. Donc voilà, il y a eu une performance exceptionnelle d'un certain joueur dont on avait parlé. Tu te souviens quand on parlait du meilleur score, je t'avais dit Le mec de c'était sûr, voilà. 30. Donc voilà, moi j'aimerais que tu me parles un peu de ta vision sur l'état d'esprit de Monaco sur ce match-là, comment tu l'as ressenti. Exactement. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire et je suis pas d'accord, même si t'as pas grand chose à jouer. En fait, J'ai pas dit qu'ils ont bien fait, hein. Non, J'ai non, dit que totalement. j'ai planté le contexte. totalement. T'es à 2-3 semaines des playoffs, voilà, qui vont débuter, et t'as montré un visage que tu as quasiment montré toute la saison, que ça soit avec Obradovic, que ça soit avec Spanoulis maintenant, être sur courant alternatif, être en demi-teinte, on joue pas trop, à la mi-temps face au Pana, ils se font détruire, ils ont été menés jusqu'à moins À 17. la mi-temps, t'as dit? Ah non, à la mi-temps, À la mi-temps, ils reviennent. ils reviennent à moins 8, pardon.
Ils ont été menés un peu avant la mi-temps jusqu'à moins 17. Ils reviennent jusqu'à moins 8 avec un tir de Elie Okobo. -1 dans le troisième. Et dans le troisième, ils reviennent en moins. Ils font un 16-0. Ouais, mais en fait, c'est le Monaco qu'on déteste. En tout cas, moi, c'est Monaco qui m'énerve et que je déteste. Ils sont sur cours alternatif. Ils montrent un visage qu'on n'aime pas. Ils l'ont déjà fait cette saison. On joue. Première mi-temps, tu te fais détruire. Puis après, tu reviens. C'est un miracle qu'ils soient qu'à moins 8 à la mi-temps. J'étais saoulé. J'étais saoulé. Et la contre-performance de Mike James. Waouh! A montré dans toutes les écoles de terrorisme vraiment dans le monde. Il a fait un pire match. Et en plus de ça, il continuait à s'obstiner, à être dans le pire match. Il n'y avait pas de passe. Tu me donnes les stats? Vas-y, tu peux y aller. Il n'y avait rien. 33 minutes 49, donc passe 34 minutes. 1 sur 8 à 2 points, 1 sur 6 à 3 points, donc un beau total de 2-14. 1 sur 1 relancé, 1 rebond, s'il passe tout de même. Moins 2 déval. Je pense que c'est son pire match de la saison. Et clairement, on va pas dire c'est pas au meilleur moment parce qu'en vrai, s'il fait une grosse série de playoffs, on l'oubliera. Oui. Mais c'est vrai que bon, c'était pas le meilleur visage de Mike James. Clairement pas. Et de l'autre côté, parce qu'on est dans la rencontre avec le Pana, t'as un Kendrick Nunn, et on l'a dit la semaine dernière, quand même mettre 2 fois 30, faudra même pas être surpris. Spoiler, il a pas fait 30, il a fait 43 parce que c'était. Non, 43 déval. Il met 37 points. Ah, ils ont revu finalement? Ils ont revu quoi? Parce qu'à un moment, il disait il était à 43 points et j'ai pas été revérifié. Ah non, c'est les Val. Ah, c'était les Val. 43 déval. Donc 30. Que à 43 déval. 37 points et 43 déval. Il joue un tas quand même, hein. 39 minutes 15. Hein. Il est pas beaucoup sorti. Hein. Et Renata il a dit poteau. Dans le deuxième, je crois qu'il est sorti après, il a dit vas-y, va. Mais non, mais le match, après, les pourcentages. 5 sur 5 à 3 points. Il rate rien. Avec des tirs, gros. Et justement, quand Monaco fait le 16-0 et qu'ils reviennent à moins 1, c'est lui, il met un tir à 3 points difficile. Il en met un deuxième avec la faute, donc il met 7 points d'affilée pour reprendre un petit peu d'air. 9-12 à 2 points, 5-5 à 3 points, 4-4 au lancer, 3 rebonds, 5 passes, 3 pertes de balles, 6 fautes provoquées, 43 déballes. Bon match. Bon joueur de basket. Je pense qu'il va prendre un certain trophée en 3 lettres. Franchement, j'ai écouté le podcast de Basket News, là, ils en parlaient. Je pense qu'il va prendre. Non, mais le truc, c'est que moi, je suis d'accord. Kendrick Nunn, exceptionnel, franchement, s'il est MVP, ce sera pas volé. Mais tu vois, c'est trop aussi. J'ai l'impression que c'est trop la culture de l'instant. Il y a 2 semaines, on était sûr que c'était Sacha Vezenkov. Non, mais non, justement, moi je te l'ai dit. Moi je t'ai dit. Après, Olympiakos, ils ont fait 0-2 depuis. Déjà, et moi, comme je t'ai dit, je pense que c'est Kendrick Nunn qui va l'avoir. Parce qu'il a eu plus de coups d'éclat par rapport à. Vezenkov, il fait un match à 45. À 45, je l'ai commenté où il touche la balle. 52 déval. Exactement. Je l'ai commenté. Arrête de. Hein. Mais on l'a commenté quand. Non, mais quand on l'a commenté pas devant l'écran, on l'a commenté dans l'émission. On a fait un short dessus même qui dure assez longtemps et je dis il a mis 45 points en touchant la balle 8 fois dans le match avec 1 minute de la balle dans les mains, un peu t'avais dit même une performance à la Klay Thompson. Oui mec. Je pense que Kendrick Nunn l'aura. Après, si c'est Sacha Vezenkov, c'est pas un scandale. Hein. C'est le même débat que Jokic et Shai. C'est pas un scandale si c'est l'un ou si c'est l'autre. Voilà, moi, mon cœur balance un petit peu pour Kendrick Nunn parce que ça fait 2 ans qu'il est en Euroleague. L'année dernière, il est champion. Il a déjà fait une grosse saison. Il a fait des gros matchs, playoffs pareil. Là, il arrive, il repond une 2e saison. Ça m'a fait rire parce que quand je vois sa saison, ça me refait penser au débat avec Well Badoui. qui disait oui bon prouve des choses dans la ligue. Bon, il a prouvé, là. Je pense qu'il a prouvé bien assez comme il fallait. Il a prouvé tout là. Ouais mais il est blessé donc ça marche pas. Mettez en commentaire est-ce que la blague était bien. Elle est éclatée. Tu m'as arrêté pour ça. On est meilleur que ça quand même. Mais donc voilà. Je veux revenir un petit peu sur Monaco parce que tout n'est pas à jeter non plus côté Monaco. Ils perdent ce match, oui, très bien, tu l'as dit, il y a peut-être moins d'enjeux de leur côté parce que les places sont sécurisées. Néanmoins, je veux shout-out à Daniel Theis, encore une fois. Bon joueur aussi. Bon joueur de basket, franchement, Daniel Theis, sur ce match-là. Dans le 3e quart-temps, c'est lui qui les relance. Moi, il m'a régalé, il met 18 points. Il sait tout faire. Il a des mains en or, vraiment. Il est capable de pop, il est capable de tirer à 3 points. On le répète toutes les semaines depuis qu'il est là. Il joue 23 minutes, il fait 5 sur 11 à 2 points, 1 sur 2 à 3 points, 7 rebonds, donc fait 18 déval. Donc bravo à lui. Pareil, shout-out à comment s'appelle, Alpha Diallo, une fois de plus. Qui a été mal sifflé, je trouve. Il prend 2 fautes très sévères. Très dur. Les 2, et ça met mal Monaco parce que c'est le meilleur défenseur de l'équipe. Donc c'était sévère, mais l'arbitrage, encore une fois, a été excellent sur cette journée. C'est ça. Et même j'ai été, je trouve qu'il a été bon, mais il a eu pas mal de loupés parfois proche du cercle. Enfin pas mal, j'abuse, mais... il a pas mal de loupés, oui, sur le 3e quart-temps. Exactement. Et ça fait du mal c'est ça. à l'équipe. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai juste une question.
on peut m'expliquer pourquoi on a mis Nicolas Tess sur Kendrick Nunn? Bah parce que c'est un gros défenseur. Première action, Chef. drive. Ouais, il pouvait pas le tenir, Deuxième gros. action, drive. T'as Mathieu Strazel, en plus, ça fait plus de sens. Mathieu Strazel, il défendait sur Jerry Grant, il a très bien défendu dessus, qui est quand même plus grand, qui peut le poster. Là où Calates est quand même un peu plus costaud, enfin plus grand, tu vois. T'as Mathieu Strazel, pourquoi? J'ai pas compris le choix de mettre Calates sur Kendrick Nunn et ça n'a pas trop marché, donc voilà. Monaco, sur le dernier match de la saison, va jouer face. Ils sont où, Monaco? Ils jouent à l'Asvel, donc il faut prendre ce match pour s'assurer une bonne place parce que là, ils sont à 20-13 et donc il y a 4 équipes à 19-14, il ne faudra pas qu'ils se retrouvent sur le play-in. Monaco, sachant que bon, ils ont un goal average quand même bon, mais bon, si tu fais des égalités à 2 et tout, tu peux te faire avoir, donc il faut faire attention. On passe sur Paris? Très bien, on passe sur Paris tout de suite. Bon, Paris, franchement, on l'avait dit, ils nous ont montré des beaux visages la semaine dernière, que ce soit contre le Fener, que ce soit contre le Pana. À chaque fois, ils se mangent des runs dans le 4e quart-temps. T'avais dit, au bout d'un moment, il faut apprendre, etc. Est-ce qu'ils ont appris? Non. Non. Mais de toute façon, je suis pas surpris. À aucun moment, et franchement, on est parisiens, on va à la salle, on supporte. Toi, t'es pas parisien, toi. On est parisiens. On dit quand il y a des choses positives, on dit quand il y a des choses négatives. À aucun moment, je pensais qu'ils allaient prendre ce match. Ah ouais? À aucun moment, je sais. Tu sais pourquoi? Parce que pendant tout le match, je les vois mettre dedans, comme des cochons, et je vois le Real à -4, -5, -6, -8. Ok. Mais à aucun moment, je me dis, Paris va prendre ce match parce qu'ils ont une adresse de fou furieux. Dans le 3e quart-temps, à moi, ils sont à 15 sur 23 à 3 points. Ouais, ils ont allumé. Ils ont allumé comme pas possible. Ils terminent le match en étant à... Je vais te dire ça tout de suite. Hop là, parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Ils sont à... Ah non, ça c'est Real 11-31. Et eux, ils sont à 19 sur 34. Donc 56% à 3 points. Mais à aucun moment, je me dis, Paris va gagner ce match parce que malgré l'adresse folle qu'ils ont, ils n'arrivent pas à faire un gros écart, à emmener le Real à -15, -20, -25 à la limite. Et spoiler, bah, c'est ce qui s'est passé. Paris n'est qu'à +6 à l'entrée du 4e quart-temps. Et le Real fait un gros 4e quart-temps. Dans le 4e, ils font un 31-24. Donc on le voit bien. C'est le quart-temps où Paris n'a pas pu dominer. Et Zonia fait ce qu'il veut. Il s'est promené, il les a portés. Par contre, je suis un peu frustré parce que là, tout à l'heure, tu parlais d'arbitrage par rapport à Alpha Diallo et le fait qu'il avait été mal sifflé. Je trouve que là, Paris aussi a été mal sifflé. Ezonia, il prend une faute à un moment que Nadir n'a pas. Il fait un espèce d'eurostep. Ezonia, il prend la faute parce que l'autre est en train de se décaler. Nadir fait exactement la même chose de l'autre côté, il n'a pas la faute. Comment ça s'appelle? TJ Short fait beaucoup de pertes de balles sur le match, mais il y a 2-3 pertes de balles. Bah ouais, mais il est touché. Félix, il lui casse la gueule. Exactement, il est touché dès le démarrage de l'action, il perd la balle derrière et c'est pas sifflé. Je dis pas que c'est pour ça qu'ils ont perdu le match, mais je pense qu'il faut savoir rééquilibrer et avoir plus de cohérence. Alors, il y a d'autres faits de jeu sur l'arbitrage, notamment en première mi-temps, il y a Nadirifi qui met un 3 points avec la faute, tu sais, où ils veulent faire faute. C'est clairement dans la continuité par rapport à tout ce qu'ils ont sifflé, mais encore une fois, quand tu joues le Real, la cohérence, hein, voilà, on en reparle. Donc ça, c'est dommage parce qu'il met le tir. Donc déjà, t'enlèves les 3 points et en plus, t'enlèves le lancer qui aurait pu. Donc quand tu vois le match qui joue sur 1 point, ça peut faire une différence. Et moi, j'ai regardé quand même. À chaque fois que Tavares mettait un panier, je revenais en arrière et je regardais que ses pieds. Gros, il fait marcher une fois sur 2, frère. Tu te souviens à l'aller, il met un dunk à la fin, un N1, d'ailleurs, où la faute est très gentille, où il fait marcher, il reprend ses... Mais je crois que c'était contre l'Asvel. C'était pas contre Paris, c'était contre l'Asvel. Et genre, t'es arbitre, genre, regarde, enfin surtout un pivot comme ça, quoi. C'est bien, t'as 3 arbitres, normalement t'en as qui regardent en haut, et tu vois qui doivent regarder les appuis. Re-regarder, et Tavares il met 15 points, re-regarder les appuis de Tavares, franchement, une fois sur 2, il a marché. Mais dans ces cas-là, si on prend ses marchés, on doit lui siffler toutes les fautes qu'il subit. Parce qu'il subit des fautes. Oui, il subit des fautes, mais Paris aussi a subi des fautes. Non, mais je suis d'accord. Mais je te jure que... Moi, je suis d'accord avec toi. Il y a des marchés qui sont énormes, mais il y a tellement... En fait, comme il est grand, on lui siffle pas toutes les fautes qu'il pourrait prendre s'il faisait peut-être 15 ou 20 cm de moins. Parce que sur ses prises de contact, des fois, il remonte au cercle très rapidement. Il est touché, il est tapé. Au niveau des côtes, il est touché, il est tapé. Il y a plein d'actions où je dis... Ok, l'arbitre n'a pas sifflé parce qu'il met ses 2 points, mais en vrai, il pourrait aller sur la ligne beaucoup plus. Là, il va sur la ligne combien de fois? Lancer franc, il y va 6 fois.
il peut largement y aller 10 ou 12. Il peut faire 10 ou 12 lancers francs, facile. Mais je dis pas qu'il n'a pas marché, hein, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que parfois, l'arbitrage préfère prendre les 2 points que prendre la faute, je pense. Ouais, bah écoute, en tout cas, moi je suis un peu déçu pour Paris parce que je trouve qu'ils font un match très sérieux, comme tu l'as dit après au niveau de l'adresse. C'est pas facile quand tu as un match hyper important comme ça pour ta saison que tu vas jouer à Madrid, même si c'est pas le public le plus chaud de la terre. Produire un match de cette qualité, faut quand même le souligner. Ils mettent 104 points à l'extérieur sans prolongation, donc c'est pas mal. Encore une fois, moi j'ai adoré le match de Nadjerifi dans la justesse. Je l'ai trouvé vraiment bon. Il fait 23 points avec des très bons pourcentages, 3 passes décisives, 21 dévals. TJ Shorts, lui aussi il pourrait gagner un trophée en 3 lettres. D'ailleurs, j'ai l'impression que si t'es pas gaucher, ça dit tu peux pas être dans la liste de MVP. Mais c'est vraiment plus. Voilà, t'as Tyson Ward aussi qui fait un énorme match, 18 points, 10 rebonds, 21 dévals. Yantunen qui continue avec de l'adresse 3 sur 3. Donc voilà, ils font un gros match. Léo Cavalière aussi, enfin bref. Comme pour la semaine dernière, j'ai trouvé que Paris a fait un très bon match. Maintenant, quand t'as le Real en face et que t'as les 2 zigotos, là, Moussa et Zonia, qui sont dans cette forme-là, c'est compliqué, c'est pas passé loin. Encore heureux, il y a Campazzo qui est toujours nul à chier. Lui, je l'aime, hein, mais il va falloir qu'on... Bah, je pense que c'est la fin de carrière. Hein. Non, abuse pas toi aussi. Mais je pense que c'est fin de carrière. Chef, c'est un 91, hein. Il a 33 ans. Je pense, mais quand je dis fin de carrière, quand je dis fin de carrière, c'est pas il peut plus jouer au basket. Je pense que, à part ou si, en fait, j'ai 2 théories. Soit en playoff, il est archi fort. Non, c'est pas ça. Enfin, oui, certainement, mais c'est soit vraiment il peut plus, il y arrive plus, tu vois, et parce que physiquement t'as du mal, etc. Ok. Soit il y a un autre problème. Chus Mateo. Exactement, qui s'appelle Chus Mateo, et qu'au bout d'un moment, tu ne... moi je pense que c'est plus ça, hein. Campazzo c'est quand même un mec qui a l'air d'avoir une éthique de travail sérieuse, il prend soin de son corps, c'est un petit joueur, un petit gabarit qui est costaud, il est rarement blessé, donc d'entre les 2 théories, j'irais plus vers celle de Chus Mateo. Et moi j'irais plus vers celle de Chus Mateo, parce que Chus Mateo, regarde, il y a un joueur, double défenseur NBA, drafté par OKC, 16 minutes. T'as vu le qui suis-je ? J'ai vu le qui suis-je, je l'avais trouvé tout de suite d'ailleurs. Ouais. Mais 16 minutes, il met 11 points, plus 20 de plus-minus. Il s'est rappelé que Serge Ibaka était sur le banc et qu'il pouvait jouer au basket. Bah oui, le traitement de Serge Ibaka, c'est... Fernando s'est fait la cheville. Le traitement de Serge Ibaka, moi j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Quand on voit ce qu'il a fait avec le Bayern, il a plus que donné des bonnes minutes. Il a été vraiment un pilier. Excellent l'année dernière. Exactement, il a été un pilier du Bayern. Il a vraiment apporté. Étant déjà passé par la maison madrilène, je pense que le traitement qu'il a, au bout d'un moment, il faut arrêter les bêtises. Voilà. Virer Chus Mateo, exactement. S'il vous plaît, merci. Donc voilà, écoute, autre chose à dire sur ce match-là ? Pas d'autre chose à dire, malheureusement, Paris est 10e. Paris finit contre Berlin. Voilà. Alors il y a des scénarios où Paris, comme tu dis, Paris est 10e. Oui. Paris peut largement finir au-dessus, puisque déjà il joue Berlin. Il joue Berlin. Alors je vais te dire les équipes qui sont... donc Paris est à 18-15, avec l'Étoile Rouge qui est à 18-15, et tu as 4 équipes au-dessus à 19-14. Donc tu as Efes, Madrid, Bayern et le Barça. Les matchs sont les suivants. Le Bayern joue contre le Fener. Ils peuvent le perdre. Sachant que le Bayern. Ah oui. Sachant qu'ils viennent de perdre Maccabi. Bon après c'est à Munich, mais c'est un match qu'ils peuvent perdre. Sachant que tu as le goal average sur le Bayern, donc tu peux repasser devant. Le Real va à Belgrade aux Partisans. Bon, ça, je pense qu'ils vont le prendre. Donc voilà. On ne sait jamais, hein, avec on est à l'abri de rien. Les Fesses reçoivent Kaunas. Je pense qu'ils vont le prendre aussi. Les Fesses, ils sont on fire. Par contre, l'Étoile Rouge va au Pana. Ça, ils peuvent le perdre. Et le Barça reçoit Bologne. Donc pour moi, ceux qui peuvent perdre, ça va être l'Étoile Rouge. Après, je dis ça, mais en Euroleague, on sait. Il y a toujours des surprises. Alors, par exemple, Bologne a éclaté Milan. Donc il y a toujours des surprises. Mais normalement, si on respecte la logique, l'Étoile Rouge devrait perdre contre le Pana et Bayern devrait perdre contre le... encore, ils sont à domicile, mais peut perdre contre le Fener. C'est les 2 matchs, on va dire, où c'est plausible que ces 2 équipes-là perdent. Si Paris, qui est grand favori face à Berlin, surtout à domicile... Ça te fait remonter 8e ça te fait remonter, tu passes devant l'Étoile Rouge, ça c'est sûr. Et du coup, j'ai dit qui d'autre qui perd, le Bayern, qui serait à 19, et ils ont le goal average, donc ils passent devant le Bayern, donc tu joues 8e. C'est-à-dire que tu te laisses 2 chances d'accéder aux playoffs, la première à l'extérieur, la deuxième à domicile. On adore le COP parisien, mais cette année, Paris est bien meilleur à l'extérieur, donc c'est pas plus mal de commencer à l'extérieur. À la limite, s'ils pouvaient faire les 2 à l'extérieur, ça aurait été même bien. Mais donc voilà, pour Paris, écoute,
saison réussie, hein, quoi qu'il arrive pour Paris. C'est vrai que s'ils se qualifient pas en play-off, ça ferait un peu chier. Qu'est-ce que t'appelles par bien meilleur? Parce qu'ils sont à 10-6 à l'extérieur et 8-9 à... Enfin, c'est à 10-6 à domicile, 8-9 à l'extérieur. Ouais, Pareil. mais bon, moi je me souviens de... Dans le jeu, tu veux dire? Dans leur série, souvent, et même la série où ils perdent 2 matchs, il y a beaucoup de matchs à domicile. Et même, on avait regardé les stats. Alors, j'ai pas regardé depuis, mais tu te souviens, les stats à domicile, Elles étaient plus élevées, elles moins étaient élevées. bien moins bonnes qu'à l'extérieur. C'est vrai. Je peux les regarder si tu veux tout de suite, hein, mais on se souvient que le defensive rating, défensivement, c'était à chier. Dans l'adresse à domicile, c'était à chier, alors qu'à l'extérieur, c'était une très bonne équipe. Et on le voit là. Par exemple, ils sont partis à Kaunas, ils ont eu de l'adresse. Ils sont partis au Fener, ils ont eu de l'adresse. Ils sont partis au Pana, ils ont eu de l'adresse. Ils sont partis au Real, ils ont eu de l'adresse. C'est que des matchs à l'extérieur. Où à domicile, souvent on dit ah oui, mais quand t'as pas d'adresse, c'est compliqué. Alors regarde, je vais te donner Paris. À domicile, ils sont 15e au offensive rating, 114.7. Ils sont 2e à l'offensive rating à l'extérieur. Allez, tu vois, ils ont toujours ça. Ils mettent 8 points de plus à l'extérieur. Ils sont premiers sur les points marqués à l'extérieur. Enfin bref, ils ont un rating, un net rating qui est value. Non, ça c'est ok, c'est les deux. Enfin bref, toutes les stats, tu vois, là c'est à domicile, c'est rouge, et à l'extérieur c'est vert, donc j'invente pas. Allez jouer à l'extérieur, c'est Et bien. notamment si je regarde l'adresse à 3 points, tac, tu vois, ils sont à 38,1% à l'extérieur, 3e meilleure équipe de Euroleague, et ils sont 16e à 32,4% à domicile. Donc, s'ils peuvent aller jouer à l'extérieur, c'est mieux. Ça me va. Désolé pour le code Parisie. Voilà, on passe sur le daily review. Allez, c'est parti pour le daily review. Dans le daily review cette semaine, alors évidemment on va pas parler des matchs pas intéressants, hein, c'est-à-dire Partizan, Kaunas. Partizan Kaunas, Partizan... Merci, on va en parler un peu quand même. Vas-y. Mais c'est toi qui vas en parler, c'est pas moi qui vais en parler. Qu'est-ce que je t'ai dit dans le Power Ranking? Tu m'as dit quoi? Que Partizan et Kaunas, ils vont terminer aux places du con. Non, déjà, il y a une place de con, c'est la 11e place. Tout le monde ne peut pas terminer à la place du con. Du coup, Partizan, ils sont actuellement, le Partizan est 11e en effet. éliminés parce qu'en plus ils ont perdu, c'est Tocarino. Non, mais là c'est foutu. Mais mérité, qu'est-ce que je te dise. Tu joues contre une équipe de Kaunas. Encore une fois, on adore Kaunas, on adore ce qu'ils essayent de proposer et tout, mais qui est quand même légère, court vêtu, et tu joues ta survie. Et ce que tu proposes, c'est dramatique. Défensivement, c'est dramatique. Alors je veux bien, Sylvain, il est hyper fort en 1 contre 1, etc. Mais bon, t'as le droit de proposer autre chose que de faire driver à chaque fois. Et encore une fois, heureusement que Sylvain n'est pas un fort shooter à 3 points, parce que sinon il t'en met 35. Hein. Ah bah ouais. Et quand bien même, le match était serré, Sylvain finit le match. Alors, il met un gros tir à 3 points. Derrière, il a dit ouais, je vais allumer tout le temps. Il prend encore 3 tirs casse-coude qui ratent, mais derrière, le Partizan n'arrive pas à scorer. Et derrière, il va mettre le flotteur qui permet de finir le match. Donc, qu'est-ce que je te dis? C'est dommage parce que c'est une équipe que je trouve qui était bien construite, avec beaucoup de joueurs que j'aimais bien, avec beaucoup de bons joueurs. Maintenant, il y a quand même un joueur qui est arrivé, un joueur que tu adores, qui est arrivé de Bologne l'année dernière. Il a été dramatique. C'est quoi cette saison qui nous sort? Il a été dramatique. La saison d'Iffy Lundberg. Il a été dramatique. Oh, c'était catastrophique. Il a été dramatique. C'était catastrophique. Et en fait, je trouve que dans cette équipe, alors notamment déjà défensivement, il y a eu pas mal de problèmes, mais il y a aussi ce problème de hiérarchie. Tu vois, il y a eu ce trio. À un moment, quand ils ont fait leur run qui était très fort avec Tyreek Jones, qui d'ailleurs n'était pas là sur ce match, Carlik Jones et Sterling Brown. Mais en même temps, des fois, tu avais des périodes où c'était Juwan Washington qui portait l'équipe. Ouais. Des fois, c'était. Enfin, Bonga, tu avais l'impression que c'était le joueur qui allait porter l'équipe. Brandon Davis. Donc en fait, c'était une équipe qui était très complète. Enfin, qui est très complète, hein, ils sont pas morts les joueurs, mais je trouve qu'il y a un manque de hiérarchie, il y a un manque de. Alors déjà, il y a un manque d'application défensive, mais il y a aussi ce manque de hiérarchie. Aujourd'hui, je sais pas c'est qui le go-to guy du Partizan Belgrade. Et j'ai regardé 33 matchs quasiment. Tu vois, donc je sais pas si. On peut dire Carlik Jones, mais en même temps, Sterling Brown, il fait une telle saison. Non, mais le simple fait qu'on ait le débat et qu'on se pose la question, c'est que c'est pas clair. C'est pas clair pour les joueurs. Iffy Lundberg, on va pas en reparler, tu l'as très justement dit, la saison elle est dramatique. Tu vois, je sais pas s'il y a une autre équipe où on peut se dire ça. L'Olympiakos, c'est clairement Sacha Vedenkov, le go-to guy. Oui. Fener, Nigel Zevis. Pana, Kendrick Nunn. Monaco, Mike James. Efes. Et Jabrian. Sur cette saison, c'est clairement Jabrian. Voilà. Le Real, c'est Mario Hezonja qui fait la meilleure saison. Moi, le go-to guy. Même si tu as des bons joueurs autour. Mais la saison de Tavares, c'est pas exceptionnel. La saison de Campazzo, elle est nulle à chier. Et celle de Moussa, elle est dure. Tavares, c'est un peu dur. Mais oui. Elle est pas exceptionnelle, il fait une bonne saison. Mais voilà. Ouais. Le Bayern, Carson Edwards. Barça, Kevin Punter.
Tu vas pas me dire Chimezie Metu, hein. Kevin Punter, c'est le Oui, non, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Étoile rouge. Bah, il a été beaucoup blessé, mais pour moi, c'est Bolomboy. Oh, pas du tout. Ah, pas du tout. Bah, Bolomboy, quand il est là, l'équipe, elle est pas différente. du tout. C'est Ah, pas... bah, peut-être que l'étoile rouge, c'est une autre équipe, tu vois. Ouais. Et c'est ce que j'avais dit aussi en début de saison. Ouais. J'avais dit, ils ont beaucoup de bons joueurs, mais ils ont pas vraiment de superstars. Et tu vois, sauf que l'étoile rouge, ils défendent. Deux clubs de Belgrade, bizarrement. Voilà. Bizarre. Et Paris, le go-to-guy, c'est clairement Enzo Charlin. Tout à fait. Accompagné de Mehdi Ngoma. Donc voilà, après les équipes en dessous, on s'en fiche. sait, de toute façon. Non, je suis d'accord avec toi. Et c'est dommage, je trouve. Enfin, Mais parce que t'as dit que Barcelone allait terminer dans Barcelone et ça pouvait pas rester impuni. Voilà. Ça pouvait pas rester impuni. Écoute, t'as dit que le Real ferait pas les play-in, pour l'instant ils sont 6ème. Donc on peut tous se tromper. Hein. C'est vrai. C'est le principe. Ok, très bien. Alors, donc ça on a parlé de ce match, bravo à Sylvain Francisco. On peut parler du meilleur match de la semaine. Bien entendu, étoile rouge. Merci. Franchement, l'étoile rouge cette année, FS. Ils ont produit des matchs. Des beaux matchs, on s'est régalé. Le Barça, c'était pas mal. Ouais, non, franchement, merci l'étoile rouge. Merci pour les travaux. On s'est régalé. Je l'ai regardé ce matin en plus, donc il est tellement frais dans ma tête. Bah, alors, vas-y, puisque c'est frais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Non, on a un bon match. En fait, on a des runs. Petit astérisque tout de suite, bah, c'est la blessure de Rodrigue Beaubois. Au moment, en plus, où il fait un run exceptionnel, il met 10 points. Offensivement, il est exceptionnel. Défensivement, il est très présent. Il vole des ballons, il provoque des passages en force. Il est royal. Il se pète. Il sort en fauteuil roulant par la suite. Moi, je pense qu'il s'est pété l'ischio. Ischio, tu penses? Bah, il se tient l'ischio, en tout cas. Donc, première déclaration, laisse penser que c'est grave. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, assez inquiet. Je pense que c'est. Il a 37 ans. Oui, il a 37 ans, c'est une blessure grave. Parce qu'en plus, il est tout seul. Ah ouais, non. Il est tout seul sur le retour. Non, mais il se tient l'ischio. Donc, je sais pas si c'était l'ischio. Je vois qu'il met quelque chose sur sa cheville quand il est sur le fauteuil En tout cas, comment il réagit, j'ai vu des gens qui disaient que c'était le tendon d'Achille comme et tout. C'est clairement pas le tendon d'Achille, j'ai regardé. Ok. En tout cas, on verra bien, mais ça m'a un peu peiné pour lui. Si j'en reviens au match, je me suis régalé parce que t'as l'étoile rouge qui prend du lead, derrière t'as les fesses qui revient bien avec Monsieur Propre, on en parlait qui est le go-to-guy cette saison, et Elijah Bryant est beaucoup trop fort dans cet effectif. Ah non, tu vois. Franchement... C'est le mollet. Mollet? D'accord. Déchirure du mollet, partiel, au moins 6 semaines out. D'accord. Bon. Bah écoute... J'avais l'impression que c'était tant mieux. Oui, vraiment au niveau de l'ischio, même là sur la photo. Ok, bref. Tant mieux, c'est que 6 semaines au moins, parce qu'à cet âge-là, les longues blessures, on sait que c'est plus difficile pour s'en remettre. Donc je disais, Elijah Bryant m'a encore régalé sur ce match-là, bien accompagné par PJ Dozier, bien accompagné par Erjan Osmani. Par Erjan Osmani, Sean Larkin par intermittence. Surtout sur la fin de match. Exactement, et c'est là où on va aller directement sur la fin de match. Non, parce que moi j'aimerais quand même parler du début de match d'un certain joueur qui s'appelle Cody Miller-McIntyre. Carré, c'est devenu un shooter à 3 points. Chef, je passe en dessous, il plante. Transition, il s'arrête, boum. Il aurait peut-être dû y penser un autre moment. Du coup, tu disais. Non, mais c'est vrai. Sur la fin de match. Mais non, mais on peut parler de Cody Miller-McIntyre. En fait, les deux équipes, il faut toujours deux bonnes équipes pour faire un bon match. Ouais. Les deux équipes ont produit un bon match. C'est toujours serré. Tu vois, dans le troisième quart-temps, c'est les fesses qui a un peu de vent de 2 points. On a un match vraiment complet. On a de la défense aussi parce que c'est pas juste le premier qui marque des points. On a des joueurs qui se rentrent dedans, qui défendent, qui provoquent des pertes de balles. Donc ça fait plaisir. Et sur la fin de match, c'est une fin de match exceptionnelle. Ouais. T'as un premier tir qui tombe de Elijah Bryant, de PJ Dozier, puis après t'as Kalinic qui lui répond à 3 points, puis après t'as un autre tir. En fait, c'était un match de ping-pong et je me suis régalé là-dessus. En fait, donc, pour préciser ce que tu dis, donc en effet, il y a PJ Dozier qui joue à 1 contre 1 et qui met un dagger, je crois qu'ils sont à plus 4 quand il met le tir. Donc il met un cross sur Petrousev, il met un tir à mi-distance, je crois qu'il passe à plus 4. Derrière, en effet, t'as Kalinic qui fait sauter, je crois que c'est... Je sais pas qui a volé, Elijah Bryant qui a volé, je crois. Il met le tir derrière, faut le mettre, à 45, il repasse à moins 1. Ils font faute sur Elijah Bryant, qui fait 1 sur 2 au lancer, et du coup, qui remet seulement les fesses à plus 2, cause to cause de Iago dos Santos, qui va égaliser, et derrière, du coup, ça part en prolongation. Je trouve que c'est mal géré de la part de l'effet sur la fin de match. Tu l'as déjà dit, pourquoi ne pas faire faute avant de laisser un tir à 3 points sur Kalinic quand t'es à plus 4. Après, c'est tellement dur parce que maintenant, les mecs, ils attendent que ça que tu fasses faute, ils vont jeter la balle, il suffit qu'ils rentrent, ça fait un 3 plus 1. On en a parlé tout à l'heure avec Nadir. Et là, Bryant, aussi fort soit-il, tu peux pas rater ce lancer franc à ce moment-là du match, sachant que c'est un joueur qui est à plus de 85%, je pense, sur la saison au lancer. Derrière, en prolongation,
ça continue à se rendre coup pour coup, etc. Les fesses prend un petit peu d'avance. Je crois qu'il y a plus 2, il gagne de 2, c'est ça? Il gagne de 2, ouais. Ouais, il gagne de 2. Et du coup, j'ai pas compris le choix de Cody Miller-McIntyre sur la fin De du 1, match. pardon, Manu. Il gagne de 1. 96-97. Donc l'étoile rouge récupère la balle, Cody Miller récupère la balle, il part en contre-attaque. Pour moi, il peut jouer de la transition. Sur cette situation, Ah ouais? il a la place de jouer la transition. Tu penses? Ouais, bah oui, mais surtout que c'est un joueur qui est très C'est fort. un en très fort, transition. mais je sais, en fait, je me suis posé la question aussi. Pour moi, je sais plus qui replie, mais quand j'ai vu l'action, je me suis dit, mais vas-y. Et quand je le vois ressortir et temporiser, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors après, je me suis dit, ok, je me souviens de lui à Baskonia, je me souviens même de lui cette année. Sur ses pull-ups à mi-distance, il est capable d'être clutch, etc. C'est ce sur quoi il est allé. Il est allé sur son tir mi-distance, malheureusement, il le rate. Donc tu peux te dire, ah ok, qu'est-ce qu'il en aurait été s'il avait été au lay-up, sachant que tu es à -1. Donc tu peux aller chercher des lancers, tu peux aller chercher même un panier facile, sachant qu'il était très très fort sur le début de match, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Je sais pas s'il a la place pour aller scorer directement. Pour moi, il a la place. Parce que je me suis posé la question aussi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il recule. Donc, je crois que c'est Petrousev qui est dans Dites-nous en commentaire si vous avez vu le match. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'était un bon choix de temporiser? Moi, clairement, pour moi, on va regarder l'action. Je sais plus qui défend. Je crois que c'est un petit en plus qui est en repli. Mais je crois que c'est pas Petrousev qui a. Mais non, pas Petrousev. Comment ça s'appelle? C'est Shane Larkin ou je sais pas. Ou Elijah Bryant. Mais bref, c'est sur les petits, il a toujours l'avantage de façon physique. Tu peux y aller encore. Peut-être Trocas. Franchement. Alors attends, c'est là. Je me pose la question parce que tu vois. Hop. Donc voilà. Là, il a Shane Larkin. Vas-y. Mais tu vois, il n'y a pas l'espace tant que ça. Hein. Pour moi, t'as l'espace. T'as Shane Larkin sur. Non, mais regarde. Là, attaque, rebond. Et regarde, tac. Là, joue. Mais même si tu joues, il y a Roland Smith. Non, tu vois. Tu peux jouer. Là, non, je suis pas d'accord. Il y a Shane Larkin, il y a Roland Smith et t'as Vincent Poirier. Tu vas créer un décalage. Mais décalage pour qui? Il y a Vincent Poirier. Non, tu vois, tu peux créer un décalage pour Kalinic. Pour Petrousev, pour Iago. T'as 4 contre 3 là. Hein. T'as 4 contre 3. 4 contre 3. T'as 4 contre 3. Non, pour l'instant, t'es à 1 contre 2. Après, eux, à la limite, t'as du 3 contre 3. Et lui, il n'est pas encore là. Bah, il est là, Iago. Mais... Là, il est tout seul là. Je suis désolé. Après, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Ouais. Moi, je trouve que là, tu vois, il temporise et derrière, il laisse l'équipe se replacer. C'est pas un mauvais tir qu'il prend, c'est ses tirs. Oui. Celui à la limite auquel il peut mettre, c'est Iago Dos Santos. T'as raison, à 45. Pour moi, il doit aller finir. Mais finir, pour moi, c'est trop difficile. C'est un mec comme ça qui est athlétique. Qu'est-ce qu'il va faire chez Larkin? Mais Shane Larkin, il peut juste te ralentir. Il y a Vincent Poirier qui est juste derrière toi. Non, mais Poirier, il va pas le rattraper en vitesse. Non. Il va pas le rattraper en vitesse. Mais il va pas le rattraper en vitesse. Mais justement, il y a Shane Larkin. Imagine que tu veux jouer là un contre 1. Ouais. Tu sais, ça me fait penser à l'action de. Comment ça s'appelle? De J.R. Smith et LeBron James pendant les Cavs. Non, mais rien à voir. Laisse-moi t'expliquer. Je parle pas de la situation en tant que telle. Je parle juste du fait que J.R. Smith, il s'est mis devant Iguodala. Pas pour le contrer, juste pour ralentir. Oui. Mais là. T'as Shane Larkin, mais Shane Larkin est un piètre défenseur. Soyons très honnêtes, c'est un piètre défenseur. Sauf que le simple fait qu'il soit devant, ça te permet de ralentir. Vincent Poirier, il est à un appui de Cody Miller-McIntyre. Vincent Poirier est capable d'aller chercher Cody Miller-McIntyre sur la planche, de là où il est. Donc faut pas abuser. Mais pour moi, ce sera toujours un meilleur tir. Tu peux avoir une faute. Pour moi, c'était jouer la transition dans ces situations. Surtout quand c'est Cody Miller-McIntyre, c'est moi. Je vais pas te dire. Mais là, c'est Cody Miller-McIntyre, un des meilleurs meneurs sur transition d'Euroleague. J'ai trouvé ça dommage. Encore une fois, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, on parlait de Vincent Poirier. On peut parler du match de Vincent Poirier, peut-être? Pour moi, c'est mon MVP. Très bien, merci. J'aime bien quand tu parles bien comme ça. Ce que j'ai aimé sur le match de Vincent Poirier, c'est son orientation de jeu. Sa qualité de passe, sa qualité, même si des fois il fait des passes qui ne sont pas décisives, mais il arrive à ressortir les balles. Je vois une balle où il attrape, il y a eu beaucoup de switch, donc il a eu beaucoup de mismatch, il attrape la balle, direct, il lance une passe à terre pour une coupe, je sais plus qui coupe, je crois que c'est Darius Thompson qui vient dunker. Sinon il arrive à ressortir la balle à l'opposé pour des tirs à 3 points, pour Shane Larkin, pour Rodrigue Bobois. Donc vraiment il fait énormément de bien. Dan Oturu a été plus en difficulté, et d'ailleurs c'est la meilleure, ça trompe pas, hein, c'est la meilleure aval, il a 26 dévals. Il met des contres. Il met des contres. Les stats, c'est 14 points, 4 sur 5 à 2 points, 6 sur 6 au lancer, 3 rebonds, 4 passes, tu vois. Il fait 4 passes pour un pivot, 5 fautes provoquées, 3 contres, 26 dévals plus 19 de plus-minus. Match de patron, tu vois. Donc voilà, les fesses, écoute, ils font une très très grosse fin de saison, ils sont sur 7 victoires d'affilée.
Sur la dernière journée, ils jouent. Ils ont un calendrier dur. Ils jouent Kaunas, frère. Oh Ils jouent Kaunas à. Ah, vas-y, frère. Donc ils vont faire 8 victoires d'affilée. Donc voilà. Et... La prochaine, 40 points de Sylvain. Les Fesses ont perdu 30. Moi, ça me va, hein. Comme ça, Paris peut repasser devant. Mais voilà. Voilà pour ce match. Ouais. On peut aller sur l'Olympiakos Berlin. Franchement, je suis allé direct au 4ème, j'ai vu que c'était serré, j'ai dit, waouh, Berlin, c'est ce que j'ai noté dans mes notes. Pourquoi tous les matchs guess que je veux pas regarder sont serrés? Maccabi Bayern, Berlin Olympiakos. J'ai pas regardé le match, j'ai juste vu qu'Alec Peters a fait un match de fou furieux et que c'est lui qui met le gros tir à la fin pour finir le match. Voilà, bravo l'Olympiakos, vous reprenez la première place, super. T'as bien résumé. Bologne-Milan, t'as vu? J'ai vu, mais il n'y a rien à dire. Voilà, rien à dire. Apparemment, Mirotic a été nul à chier. Mirotic a été nul, Toko l'a bousillé, Matt Morgan surtout a fait un très bon match. Exactement. C'est Ricci qui est le meilleur joueur de la truc. Et Bologne a dominé tout le match. Hein. Il n'y a pas eu de moment où ils étaient à plus 30, donc il n'y a pas eu de match. Bien, très très bon match, Nicolas Mirotic. Ouais. Non, Bologne. On manque Kazak Ledé encore une fois. Hein. Non, mais Milan, il faut les insulter. Oui, bah, on peut, hein, insulte-les si tu veux. Voilà, si ça va. Voilà. Ensuite. Il y a un autre match dont on peut parler peut-être. Oui, Fener Barcelone. Peut-être. Oui. Fener Barcelone. Peut-être, c'est bien. Premier match, ok, très bien. Ouais, Damessar, tu connais? Non. Tu connais ce joueur, Damessar? Non, moi je connais Kevin Punter. Non, blague à part. Franchement, Fener Barça, moi je trouvais que c'était une affiche. Parce que là, t'as deux candidats au Final Four. En tout cas, au Final Four. Non, au Final Four. T'as deux candidats au Final Four, selon moi, même si Barcelone est touché par les blessures. Donc, t'as un Fener qui va mieux. On l'a dit, on a fait un mea culpa la semaine dernière parce qu'il fallait. C'est vrai qu'il y a quelques mois, c'était pas du tout ça. Ils étaient 9e, ils jouaient n'importe comment. Et là, ils sont 2e. Ils ont laissé la première place à l'Olympiakos parce qu'ils ont perdu cette semaine. Sur le match, je sais pas comment toi tu l'as vécu. Moi, je vois qu'on est sur un match d'attaque un petit peu au départ. Je me dis, ok, ça part tout de suite. Nigel Davis, on l'a assez dit, très bon joueur de basket. Il est dedans. De l'autre côté, tu as Satoransky qui, je trouve, en ce moment, trouve beaucoup d'adresses, réussit à mettre des paniers de longue distance. Punter qui va se mettre en évidence aussi. J'ai eu une inquiétude pour le Fener parce que je me dis, comment il s'appelle? Goodrich. Non, c'est pas lui. Sertac Sandli prend 2 fautes très rapidement et il a une capacité à étirer le jeu, tu vois. Et donc je me suis dit, oulala, faut faire attention parce que ça peut être Après, vite. c'est pas comme le Barça, c'est pas comme si le Barça avait des gros contreurs dans la raquette. Ils ont joué beaucoup sans pivot. Il est quand même en capacité de pouvoir ouvrir le jeu et permettre de driver pour Wade Baldwin, pour Nigel Davis et compagnie. Il prend 2 fautes, il sort. Je me dis, bon, ok, rien de grave. Et le Fener joue bien sa première mi-temps, je trouve. Je trouve qu'ils sont plutôt en calme. Ils sont bien portés par leur duo de stars, Wade Baldwin et Nigel Davis, qui font tous les deux une grosse première mi-temps. Mais oui, après ça n'a pas été la même chose sur la deuxième mi-temps de Wade Baldwin. Nigel Davis a été, je trouve, plus régulier sur la deuxième mi-temps. Mais ça a été un match, moi j'ai trouvé, il y a eu beaucoup de 1 contre 1. Surtout côté Barça. J'ai pas vu beaucoup de pick and roll, beaucoup de mouvements sans ballon, etc. C'était beaucoup de 1 contre 1, que ce soit Jabari Parker, Kevin Punter, Brizuela. Et ça fait plusieurs matchs que je vois le Barça jouer vraiment beaucoup sur du 1 contre 1 et des exploits individuels. Alors, très bien, ils ont les joueurs pour. Hein. Quand les défenses vont s'adapter, à voir ce qui va se passer. Bon, maintenant, tu as perdu Chimèze Metou, qui était un de tes gros joueurs. T'as joué le para. T'as joué le para, donc en vrai. C'est bon, t'as pas besoin. À quoi bon avoir Chimèze Metou? T'as pas besoin. Parce que jouer le para, franchement, c'est un mec qui ressemble à rien. Ah, vraiment. Il donnait toujours quelques bonnes minutes, mais il joue pas beaucoup, tu vois. Mais là, le match qu'il fait. Pour moi, c'est le MVP du match. Hein. Je suis d'accord. Moi, je l'ai mis MVP du match. C'est le mien. L'impact au rebond qu'il a, il est en double-double, je crois. Oui, il fait 15 et 12. Il fait 15 et 12, donc 5 rebonds offensifs, 26 dévals, plus 13 de plus-minus. Il y a juste Jabari Parker qui fait 27 dévals parce qu'il score, il met 24 points. Mais le match de Joël Para et surtout l'impact, et c'est dans la fin de match, c'est lui qui va défendre. C'est lui qui va partir en contre-attaque, qui va mettre des dunks, qui va mettre des lay-ups, qui va prendre du rebond offensif, mettre des claquettes hyper importantes. Franchement, il a fait un match de malade et ça montre la qualité. Tu vois, on dit souvent en NBA, ouais, même le dernier joueur sur le banc, il est archi fort. Mais en Euroleague, c'est pareil. Tu vas sortir un mec, regarde, Damessar, les minutes qu'il fait, c'est exceptionnel. Brizuela, quand il y avait la Provitola, il jouait pas. Et tu vois, c'est un joueur aujourd'hui qui a presque 10 points de moyenne, qui peut te faire gagner des matchs, qui a fait des matchs à plus de 25 points. Là, tu as Joël Para, pareil, qui te fait gagner des matchs. Donc, on l'avait dit, avec l'effectif que le Barça avait, c'était criminel s'ils ne faisaient pas le play-in. Encore heureux, ils ont fait le play-in.
Enfin, ils sont même. Ils sont combien là au niveau classement? Non, ils sont 8e. À voir est-ce qu'ils vont faire les playoffs. On verra ça sur la dernière journée. Si tu regardes, mec. Non, je regardais Joël Parra, donc sa deuxième saison en Euroleague. L'année dernière, il joue à 26 matchs. Une fois, il est titulaire. Et donc, je voulais regarder un petit peu. Donc, oui, il y a une progression. Après, en termes de minutes, il est dans la même lignée. Il joue 13 minutes en moyenne. L'année dernière, il a joué 350 minutes en tout. Donc, 13 minutes en moyenne. Cette année, il a 334. Donc, il va être pareillement sur cette saison-là. Il a pris moins de tirs à 3 points, tu vois. Il prend plus de tirs à 2 points, bien sûr. Donc, plus efficace. Il a marqué plus de points, logique. Donc non, il fait plutôt une saison... il fait pas une saison de ouf. Il fait une saison à la hauteur de ses minutes. Depuis qu'il y a la blessure de Chimedzem et tout. C'est ça. Et même depuis la blessure de Yann Vezeli, parce que du coup, Metou jouait pas mal en 5. Donc Parra pouvait prendre des minutes sur le poste 4. Non, il a été bon, franchement. Il y avait un autre match aussi où il avait été bon sur cette saison, je sais plus lequel c'était. Ouais. Mais donc voilà. Autre chose à dire sur ce match? Non, le Barça qui va gagner ce match et qui lui fait du bien, encore une fois. Il joue qui sur la dernière rencontre? Le Barça? Oui. Il joue Bologne, je crois. Ok. Attends, je vais te dire ça, mais dans mes souvenirs, il joue Bologne. Voilà, Barcelone. donc ils peuvent bien se positionner. Ça va être chaud, même la dernière journée, ça va être chaud. Très bien, il nous reste un match. Maccabi Bayern, on en a parlé ou pas? Non, pas encore. Ok, tu veux en parler? J'ai pas regardé. Bien sûr. Que la fin de match. Moi, j'ai vu. Et après, j'ai regardé le troisième carton. En fait, je sais pas si j'en parle maintenant ou si j'en parle dans une catégorie spécifique. Parlons de catégorie spécifique. J'en parle dans une catégorie spécifique. En tout cas, le Maccabi a battu le Bayern. Oui. Je sais pas si tu les mets dans tes flops, mais oui. on en parlera plus tard. Et moi, j'ai noté, j'en ai marre des matchs nuls où je mets juste le quatrième carton pour voir s'ils se font éclater. À chaque fois, c'est serré. Merde, l'Euroleague. Donnez-nous des blow-out un peu. Ah, on me dit que Baskonia-Asvel, j'ai bien fait de pas regarder. Ok, très bien. On passe sur les tops et les flops? Ouais. Allez, c'est parti pour les tops et les flops. Alors, mon petit pote, c'est quoi tes tops? C'est quoi tes flops? Alors, mes tops, j'ai Carson Edwards. Logique. Et notamment le troisième carton de Carson Edwards. Logique. Record de points en Euroleague. Il a mis 26 points. 8 sur 10 à 3 points. T'as déjà mis 26 points cette saison? Cette saison? Ouais. Non. Moi non plus. Non. Cette saison, je sais même pas si j'ai dépassé 20 points. Si, une fois, je crois. Moi, j'ai même pas dépassé les 20 points. J'ai dû faire 21. Mais parce que je tire pas assez. Ouais, je tire pas assez. Ce soir, c'est l'heure. Voilà. Je passe, mec. Non, ce soir, j'envoie tout. 1 sur 11, 1 sur 15. T'as déjà fait la semaine dernière, ça, gros. J'ai fait la semaine d'avant aussi. Qui a le pire pourcentage? On est régulier. 30 points cette saison. On est régulier. Là, ça fait deux week-ends d'affilée où j'ai envoyé et il n'y a rien pour moi. Et en plus, des tirs. Autant, vous, j'ai moins de tirs ouverts. Parce que ça sort quand même assez vite, etc. Contre Rungis, je suis à 0. Le mec, il a 4 mètres de retard. J'ai le temps de prendre la balle, de respirer. J'envoie long. Exactement. Long, court, 45. Et en plus, ça me repasse la balle encore. Long, toute la soirée. J'ai dû faire un 15 au tir. Mais c'est pas grave. Tu sais que Hugo, il a dit on arrête de filmer les 4 derniers matchs. Oui. Parce qu'en mode carré, je pense pas qu'on se focalise trop sur la vidéo, mais du coup, je pourrais pas savoir si j'ai remonté mon pourcentage à 30 points. Qui est, pour l'instant, je dois le dire... Dramatique, gros. Ouais, c'est pas grave, faut prendre du plaisir, c'est que ça maintenant. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est le basket, mon gars. Du moment que Star qui va bien, voilà. c'est tout ce qui compte. Du donc, coup, tes flops. Carson Edwards, parce que non, il a mis 26 points, 8 sur 10 à 3 points, et il faut voir la difficulté des tirs qu'il mettait. Par contre, Maccabi, vous avez le droit, quand il y a un joueur qui met 1, 2, 3 tirs à 3 points d'affilée, peut-être proposer autre chose et pas juste attendre qu'il passe la ligne médiane. Voir s'il va tirer, alors que tout le monde sait qu'il va tirer. Même Ray Charles sait qu'il va tirer. Après, il a pris des tirs. Non, il prend loin. Il prend des tirs de moins. Sauf qu'au bout d'un moment, voilà. Je vois il en met 8, je crois. Oui. Je sais pas s'il en met 6 ou 7 dans le carton. 6 dans le carton, je crois. Ouais. Bon, le 6ème qu'il prend, oui, il est 2 mètres derrière. Mais chef, il vient 5. Voilà, donc bon. Monte. T'as le droit de c'est comme Andreas Hobbs quand il prend un coup de Exactement. On le laisse pas tirer, mais il ne laisse pas monter la balle. T'as le droit de proposer quelque chose. Relou, il y a les deux dans la même équipe. Très relou, très relou. Mais non, donc un grand top pour ça parce que c'est une grosse performance, c'est un record, c'est pas évident. Sachant qu'à un moment il était à 2 points, je crois, à la mi-temps. Donc non, bravo à monsieur Carson Edwards, il fait partie de mes tops. Ça c'est mon premier top. Mon deuxième top, c'est... Oh, mais je l'ai plus. Ah, mais il a disparu. Ah si, non, je l'ai. Mais non, je l'ai pas. Ah si, Joël Parra, pardon. C'était Joël Parra, comme je le disais, parce qu'il a fait plus 26 d'éval. C'est un joueur
c'est un joueur de complément, c'est un joueur de rôle, c'est pas un joueur auquel on s'attend très honnêtement, mais comme on dit, de next man up, donc c'est exactement ce qu'il a fait. Il s'est montré suite aux blessures de Metou, suite à l'absence de, on l'a dit, de Dejan Vezeli. Donc voilà, il y a 2 ans, il était en Eurocup avec Badalone. Là, avec le Barça, ça fait 2 ans que depuis l'année dernière, c'est un joueur qui progresse. Encore une fois, ça reste un joueur de rôle. Il a sorti une bonne performance auquel on ne s'attendait pas forcément, donc c'était mon top. Voilà. Ok. T'as des tops, toi? J'ai des tops, est-ce que j'ai des tops? Non, j'avoue, j'ai pas préparé de top, mais je suis d'accord avec ce que tu as dit. Peut-être que toi tu vas le mettre en flop de l'autre côté, mais quand même la victoire du Maccabi, c'est pas mal. Exactement. Très gros match de Marcus Howard, même si j'ai pas vu, mais j'ai juste vu qu'enfin il met des tirs. Donc voilà pour les tops. Hâte de le voir en playoff. Et Damessar, parce que j'ai bien aimé son impact quand même sur le début de match, même s'il fait un moins bon match que sur la semaine d'avant. Il score pas, mais il provoque tout de suite 4 fautes, il fait 8 dévals en 8 minutes, sans marquer, tu vois. Il prend 2 rebonds, il fait une interception, 2 passes décisives, 4 fautes provoquées, donc j'ai bien aimé son impact. Après on l'a pas revu sur le match, mais c'est un joueur à suivre. Et puis d'ailleurs tu as une petite news par rapport à Damessar. Oui, alors il a skippé l'entraînement donc de samedi avec le Barça, donc pour aller faire le Nike Hoop Summit du 6 au 12 avril, malgré le fait que le Barça ne lui ait pas donné l'autorisation. Logique, il veut aller en NBA, mec. Donc logique, oui, on verra ce que ça donne derrière, en espérant qu'il soit pris. Ça reste un potentiel voilà, assez haut, donc à voir ce que ça donne. Mais tu as quand même des playoffs qui vont arriver et autres. Je pense qu'il sera sanctionné. À quelle hauteur? On verra bien. On verra, hein. Ok, c'est quoi tes flops, mec? Alors j'en ai 2, j'ai le Partizan, on en a dit, il termine 11ème. Moi c'est une équipe où, toi c'est une équipe je sais que tu aimes beaucoup, moi c'est une équipe que c'est pas que j'aime pas, c'est avec laquelle j'ai beaucoup de mal, parce que j'ai jamais compris le style. Ils ont un style défensif, mais il y a des fois où ils ont absolument pas défendu. Ils ont des joueurs qui savent jouer au ballon, que ce soit Brandon Davis, on l'a vu avec Valence l'année dernière. Ifenouber est un joueur que j'adore, un mec qui est capable de mettre des gros tirs, très clutch. Il a fait une saison dramatique. Il a rien proposé, et tu l'as très justement dit tout à l'heure, à savoir qui est le leader, qui est le go-to-guy de cette équipe. Carrick Jones, qui a été des fois par intermittence. Pour moi, celui qui est le plus régulier, c'était Eric Jones sur la saison avec Sterling Brown. Il a raté pas mal de matchs quand même. Mais il a raté des matchs, mais en tout cas dès qu'il a été là, il a toujours été régulier, et je sais pas combien de matchs il joue en tout, j'ai pas de mémoire, mais pour moi les 2 joueurs les plus réguliers cette saison sont Eric Jones et Sterling Brown. À côté, tu as des joueurs qui ont été parfois irréguliers. Marinkovic l'a été quand il a joué ou il jouait pas. Comment il s'appelle, Isaac Bonga a eu des petits trous, alors que c'est un mec qui peut remplir beaucoup de cases. Je vais même pas parler de la saison de Frank Ntilikina. Il fait 32 matchs à Eric 32 matchs sur 34, donc 33 pour l'instant. Donc il a joué. Donc il a joué. Comment il s'appelle, je vais pas parler de la saison de Frank Ntilikina. 1,5 million la saison. C'est ça son salaire? Il prend 1,5 million la saison. Bénéf. Hein. Bénéf pour lui. Je donne les stats de Ifenouber. Tu peux me les donner, mais c'est dramatique. Hein. Il a 7,9 points, 2,2 rebonds, 3 passes, 35% à 2 points, 35% à 3 points. Dramatique. C'est cataclysmique. C'est un joueur qui nous a kiffé l'année dernière à Bologne. Tu disais que Bologne avait perdu Felunberg. Oui. Bon, c'est vrai qu'ils ont perdu Felunberg, mais en tout cas, le Partizan l'a pas récupéré. Donc voilà. Sterling Brown, pour finir sur moi je trouve que c'est le joueur le plus régulier. Il a 12 points, 3 rebonds, 2 passes. Il a 47% à 3 points sur la saison, 58% à 2 points, 93% au lancer. Voilà, c'est une vraie. Il avait déjà fait une grosse saison à l'Alba Berlin l'année dernière. Là, il confirme. Donc voilà, j'aimerais le voir passer un step et même prendre le lead vraiment de cette équipe, et que Carly Jones soit par exemple son lieutenant, quoi. Voilà. Vas-y, c'était toi qui étais sur les flops. Et j'en ai un deuxième, c'est le Bayern. Parce que autant Carson Edwards. T'as pas dit Lasvel? Non. Okay. Non, parce que voilà. On n'en entend rien, c'est ça? Exactement. Autant Carson Edwards est un top parce que la performance qu'il a sortie est exceptionnelle. Et en fait, on l'a vu depuis l'année dernière, mais il a vraiment progressé dans la justesse, dans la sélection. Il est toujours foufou, mais il est moins tête en l'air comme il a pu l'être les années précédentes. Moins terroriste dans son jeu. Par contre, le Bayern, perdre son match contre le Maccabi, qui n'a plus rien à jouer, te faire laver par Rafimenko, au bout d'un moment, ça va 5 minutes. Autant on peut dire, oui, tu perds contre Jimmy Clark parce qu'il a fait un très bon match. Et Levi Randolph aussi. Et Levi Randolph, que j'aime beaucoup au demeurant. Mais au bout d'un moment, tu mènes, t'as mené jusqu'à 17 points. C'est un peu ce que j'ai reproché des fois à Paris. T'as mené. Surtout que tu as quelque chose à jouer en tant que Bayern, parce que tu es dans la course au play-off, et que une place, ça peut changer totalement ta saison. Tu perds vraiment de façon lamentable, je trouve.
Tu perds de 3 points, 93, 90, c'est pas possible. C'est pas possible de mon côté. Et surtout quand tu as Carson Edwards qui fait une performance comme ça, je trouve que Gordon Herbert le laisse trop longtemps un moment sur le banc. Carson Edwards, je pense qu'il aurait pu le remettre un peu plus tôt pour t'apporter des choses, mais t'as pas le droit de perdre de cette façon-là quand tu es le Bayern face à ce Maccabi-là, qui au demeurant leur manque leur meilleur joueur. Très bien. Écoute, on va pas passer tout de suite sur le 5 de la semaine, Non. parce qu'on a un petit débat sur la NBA Europe. Ouais. Donc on passe tout de suite sur le débat. Adam Silver a fait une conférence de presse la semaine dernière en compagnie du président de la FIBA pour annoncer un peu plus, avec un peu plus de détails l'arrivée imminente, plus ou moins imminente de la NBA en Europe. Donc on en avait déjà entendu parler, ça fait quand même plusieurs mois, voire années qu'on en entendait parler, mais là ça chauffe quand même pas mal depuis plusieurs mois. Là c'est officiel, la NBA arrive en Europe. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça t'inspire de manière générale, et avant qu'on rentre dans les détails un peu? Je m'en fiche, voilà, merci. Merci pour ton Merci d'avoir analyse. suivi. T'as un pouce. T'as un pouce. Non, blague à part. La NBA, déjà, on sait que c'est un business. On sait que c'est un business et c'est une marque. C'est une marque. Je pense que c'est une des, si ce n'est la meilleure presque là-dessus, sur le côté marketing. Et parfois, un peu au détriment du jeu, c'est qu'on sait très bien que ce qui compte, c'est aussi de faire rentrer de l'argent. C'est le spectacle, c'est l'entertainment. Donc sur ça, ils sont très très forts. On voit quand on regarde les matchs NBA, que parfois, ils préfèrent plus miser sur l'entertainment et le divertissement, plus que sur le basket en tant que tel. On veut du show, on veut pouvoir divertir les fans. Ça, c'est un premier point. De l'autre côté, donc je fais une séparation tout de suite avec le basket européen, donc à notre échelle, l'Euroleague. Je regarde beaucoup moins l'Eurocup, je regarde pas du tout la BCL, voilà, parce qu'il y a 1500 compétitions et que ça y est, j'ai une vie. Mais donc, on regarde l'Euroleague, on regarde les matchs, et là, on a moins côté marketing, on a moins côté rivalité. Tu vas la voir quand il y a Partizan Étoile Rouge, tu vas la voir quand il y a un Barça Real, ou quand tu vas avoir un Olympiakos Pana. Mais c'est pas forcément marketé comme ça pourrait l'être avec la NBA. Néanmoins, tu as toujours des belles affiches toutes les semaines, tu te régales dans du basket, dans des matchs improbables, tu vas regarder un Maccabi Bayern, bah ouais, il va y avoir des performances exceptionnelles, donc tu as l'essence même du jeu avec des fanbases qui sont plutôt bien représentées. Donc c'est moins marketé, mais j'aime pas dire ça, c'est pas le vrai basket, mais c'est un basket qui est différent et qui est tourné autour du jeu et moins autour du divertissement en tant que sur le côté externe. Bah, en fait, c'est comme tu dis, C'est le pas jeu. le vrai basket, mais là, c'est tourné. Le produit est tourné sur le jeu. le jeu, le Exactement. fond, là où la NBA, c'est plus sur la forme. Sur la forme et ce qu'il y a autour. Avant Tout à les fait. playoffs. Avant les playoffs, bien sûr. Parce qu'après les playoffs, on est là, on va regarder Luka Doncic détruire tout le monde. Du coup, là, la NBA Europe, qu'est-ce que c'est? Ça serait d'amener le concept, en tout cas, c'est pas encore très clair parce qu'il y a plein de choses qui sont assez floues, mais ça serait d'avoir une ligue européenne NBA. Donc, j'entendais, et je regardais First Team aussi, avec des clubs déjà existants où tu ramènerais aussi des nouveaux clubs. Un club à Londres, des clubs avec Manchester, avec le Paris Saint-Germain ou autre. Avant de se poser les questions de « Oui, mais s'il y a un club à Paris, qu'est-ce que tu fais du Paris Basket, etc. Quid du Paris Basket ?» Moi, concrètement, la première question, ça a été « Comment tu le matérialises ?» Aujourd'hui, je ne vois pas comment tu peux matérialiser ça, cette NBA Europe-là, sans forcément détruire l'Euroleague. Ah, mais ça va détruire l'Euroleague. Mais Ça va détruire aussi la NBA Europe, c'est ça le problème. Et c'est là où je veux aller. C'est-à-dire que si tu détruis l'Euroleague, mais tu vas avoir un backlash, forcément. Et donc ça va tuer ta Ligue Europe, parce que, de ce que j'entends, on entend Real et Barça, c'est quelque chose qui pourrait rejoindre. Ok, Ouais. très bien, Real et Barça. Tu rejoins le Real et Barça. Ouais, mais quid des championnats domestiques? Parce que la NBA, c'est une ligue fermée. Ouais. Donc NBA Europe, ça veut dire que le Barça, il joue plus contre Grande Canaria, il joue plus contre Murcia et contre tout ça. Ben, ils sont que dans la Ligue Europe ou ils font des allers-retours. La NBA dit qu'ils voudraient. Enfin, ce qui est prévu, c'est que ça soit pas une ligue fermée. Mais du coup, Que les équipes continuent à jouer dans les ligues domestiques. c'est intenable. Ce qui est très compliqué sur Bah ça, c'est déjà les histoires de salaire. Parce Mais qu'en fait, en plus. en termes d'oseille, la NBA déjà demande pour chaque club qui 500 va millions, entrer je crois. 500 millions de droits d'entrée. Les gros budgets là en Euroleague, c'est 80 millions, 70 millions, ou même 50 millions, je crois, le Pana est quand même le plus gros budget, Ouais. 500 millions. C'est ça, je crois. C'est des montants énormes, donc forcément, comme tu dis, ils vont marketer, t'as la marque NBA, tu vas faire rentrer des sous, ils vont essayer de faire les choses bien comme ils savent le faire, sur ça, on peut pas leur enlever. Maintenant, tu l'as dit, tu vas créer une ligue, quel joueur tu vas pouvoir récupérer? Est-ce que alors forcément, tu vas les attirer avec plus d'oseille? Tu sais très bien le joueur que tu vas récupérer.
Oui, non, mais tu vas récupérer des joueurs avec plus d'oseille. Est-ce que les fans vont se déplacer? Parce que tu vois, c'est un truc aussi dont on a entendu parler et dont tu as un peu évoqué le sujet. Aujourd'hui, on kiffe regarder un Partizan Étoile Rouge, un Olympiakos Pana, un Real Barça, tu vois, ça produit toujours des matchs de qualité, et même à notre échelle, maintenant un Paris-Monaco, tu vois. Il y a ces rivalités, il y a ces trucs, mais sur les 3 premiers que j'ai cités, alors, allez, on va dire surtout les Grecs, et même le Fener, bon, avec les fesses, il n'y a pas trop de rivalité, mais on va dire les Grecs et les Serbes. L'ambiance, le truc, moi j'ai fait le Final Four l'année dernière, il y avait le Fener, l'Olympiakos et le Pana, il y avait le Real, mais le Real c'est un peu moins. Mais en fait, l'expérience que tu vis, moi je me souviendrai toujours quand je suis arrivé dans la salle, je dis ah ouais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce que tu as l'impression que tu es dans un stade de foot avec le boucan qu'il y a, les supporters et tout. Mais en fait, c'est à l'intérieur, donc c'est une expérience. On a été à un match NBA. Moi j'étais le lendemain à un autre match des Lakers. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et en fait, vraiment, quand tu rentres dans une arène Euroleague, c'est vivant. Tu vois, il y a un truc. Là, cette année, on a eu la chance, on a vu beaucoup de matchs à Paris. Sachant que Paris, même si nous on est dans le COP et tout, c'est pas un public hyper chaud, tu vois. C'est la première saison en Euroleague, c'est le basket, il n'y a pas une culture basket comme dans les pays serbes ou en Grèce, etc. Donc t'as pas ce truc-là, mais je te jure que si un jour t'as l'occasion, enfin on a l'occasion d'aller ensemble, ou même tout seul, tu vois, d'aller voir à Athènes ou à Belgrade, gros, c'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie. Et en fait, ce truc-là, tu pourras pas le récupérer à NBA Europe. Pourquoi tu pourras pas le récupérer? Parce que la NBA Europe n'est pas intéressée ni par les clubs turcs, ni par les clubs grecs, ni par les clubs serbes. Donc en fait, on le voit en NBA aujourd'hui, le but c'est d'avoir un produit lisse que tu vas vendre aux marques, que tu vas vendre pour des droits télé, que tu vas mettre du show, que tu vas faire des règles qui vont avantager les highlights, etc. Et pas vraiment des matchs comme on peut voir, tu vois, à la mort où ça défend fort. Tu vois, le Zalgiris Partizan, par exemple. Ok, le match n'était pas beau offensivement, il y avait beaucoup de maladresse, mais tu sentais la tension. Surtout à Kaunas, tu devais être dans la salle, ça devait être une dinguerie, tu vois. Et ça, bah, tu vas pas pouvoir le transférer, parce que déjà, tu prends pas les plus gros clubs, sachant qu'en plus, l'Euroleague est en train de faire des offres pour des wildcards de 3 ans, notamment aux 2 clubs, alors à Dubaï, mais aussi à l'Hapoel Tel Aviv. Non, l'Hapoel Tel Aviv, c'est eux qui ont postulé, et aux 2 clubs serbes. Sauf que ils demandent... je sais plus combien ils demandent, ils proposent en tout cas de rentrer dans l'Euroleague pour les 3 prochaines saisons, sans avoir d'action, on va dire, enfin de part dans les revenus que l'Euroleague va générer. Donc en fait, tu payes juste pour jouer la compétition, sachant qu'ils veulent les garder, on sait très bien pourquoi, parce qu'ils veulent pas qu'ils partent avec la NBA, mais en même temps, tu leur proposes rien d'intéressant. Donc il y a une gestion qui est un peu bancale, je trouve, du côté de l'Euroleague, et ça fait plusieurs saisons, et déjà même cette année, avant même qu'ils officialisent le truc de NBA Europe, on en a parlé avec le Final Four à Abu Dhabi, il y a énormément de fans qui sont très déçus de ça. En plus, on parlait qu'Abu Dhabi pouvait avoir 3 Final Four d'affilée, donc voilà. On sait que le marché du Proche-Orient est très convoité. La NBA ne s'en cache pas aussi, je pense que s'ils peuvent faire un truc à Abu Dhabi ou à Dubaï... Mais ils le font déjà avec les matchs de pré-saison. Hein. Oui, c'est ça. Mais de mettre une équipe dans la NBA Europe, bon, c'est pas trop en Europe encore une fois. Hein. Non, mais pour le coup, en fait, c'est comme Maccabi de toute façon. Donc c'est la même chose. Ça serait Europe et Middle East. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, voilà, quel format ça va être? Alors, il parle de 12 équipes. Fixe plus 4 wildcards chaque année, donc un peu un format à la Euroleague où tu as 13 équipes titulaires d'une licence A. Est-ce qu'ils créent des nouvelles équipes? Est-ce qu'ils récupèrent dans les anciennes équipes? Tu l'as dit, à Paris, aujourd'hui, si c'est pas le Paris Basketball, ils ont parlé avec le PSG, d'accord, mais le PSG, ils n'ont pas de salle de basket. Tu les fais jouer où? C'est ça. Quelle salle tu peux jouer? Parce que la NBA Europe, c'est un standing, je pense, en termes de salle et tout, qui va être au-dessus de l'Euroleague. Donc... est-ce que tu récupères la U Arena? Je sais même pas si la U Arena, tu peux faire un match de basket. Si, tu peux faire un match de basket parce que Nanterre, ils jouent là-bas. Tu peux faire un match de basket, mais tu vas. En fait, dans le style NBA, et ça, ils savent faire. Hein. On a eu la chance de faire des salles. Moi, j'ai la chance de faire des salles NBA depuis assez longtemps aussi. Ça raconte. Non, mais j'en fais depuis assez longtemps et on voit le standing. C'est des salles, c'est pas des salles de 10 000 places. Hein. Oui. C'est des salles qui sont assez importantes. Donc là, après, aux États-Unis, tout est plus grand. Donc, tu vois, si tu as une salle de 10 000 places en Europe, c'est très très bien. Oui, mais aujourd'hui il y en a combien des salles comme ça? L'Adidas Arena, c'est un peu petit, tu vois, par exemple. C'est 8000. C'est 8000. Moi, j'aime bien, hein, je préfère ça à Bercy. T'es plus près, etc. On est d'accord. Et pour domicilier une équipe, par exemple, à Bercy,
c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Il faut les hôtels autour. Donc t'as pas rien, mais les hôtels autour. Il faut que la salle soit adéquate. Sachant que Bercy, c'est pas une salle que pour le basket. Oui, c'est ça. C'est une salle pour tout le reste, les concerts, les spectacles. Donc au bout d'un moment, tu vas devoir aussi réfléchir à ça. Aujourd'hui, il n'y a rien de fixé. Hein. C'est encore en discussion. Il y a de la réflexion autour de ça. Moi, j'ai du mal à voir comment ils vont matérialiser ça. Tant sur le projet externe. Donc quand je l'appelle externe, c'est en dehors du basket. Voilà, à l'extérieur. Comment ça va se matérialiser, quel club, les infrastructures, très concrètement, comment ça se fait. Le ticket d'entrée, 500 millions, il faut pouvoir les mettre, voilà. Ça, parce que c'est ça aussi. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'actuellement, l'Euroleague n'est pas profitable. Tous les clubs d'Euroleague perdent de l'oseille. De l'argent. C'est des mecs les propriétaires, ils ont de l'oseille, ils se font un kiff, oui. Ils mettent de l'oseille, mais ils n'ont pas de retour sur investissement. C'est ça. C'est des fans, quoi. C'est ça. Mais, et après, moi, par rapport à l'NBA Europe, pour clôturer là-dessus, en tout cas de mon point de vue, mais en termes parce qu'on a parlé en dehors du basket, mais dans le basket, comment tu le matérialises aussi. Aujourd'hui, je vois pas comment tu es en capacité, même on imagine que le Barça et le Real veulent le rejoindre, très bien, ok, ça veut dire que le Barça ne joue plus dans le championnat domestique, donc Mais si, je continue à jouer dans le championnat domestique. Oui, mais d'accord, en fait, ils veulent faire la même chose que l'Euroleague. Oui, mais donc ça veut dire que le Barça ne joue plus en Euroleague, mais joue en NBA Europe. Non, oui, c'est ça. Etc. Ils essayent de récupérer des franchises comme ça. Et donc tu vas avoir encore une compétition supplémentaire. Mais ça va être illisible. Exactement. Alors, il y a l'Euroleague, il y aura la NBA Europe, il y a la BCL, il y a l'Eurocup. Alors, je pense pas qu'il y aura encore la BCL et l'Europe Cup, qui est la coupe de la FIBA, puisque la NBA Europe serait en collaboration avec la FIBA. Oui, donc ça remplacerait pas l'Eurocup, pardon, ça remplacerait la BCL et ça remplacerait l'Europe Cup. Ouais, ce qui n'est pas le cas de l'Euroleague, qui n'est pas en partenariat avec la FIBA. Et moi j'ai un dernier point là-dessus, même si je sais que l'NBA est très capable, c'est la plateforme. La plateforme. Tu diffuses sur quoi, comment. Donc encore une fois, ça veut dire que tu fais un League Pass. Le problème, c'est que tu as plusieurs pays, donc il faut négocier les droits télé. Exact, c'est là où je veux en venir aussi. C'est que si tu as un League Pass, ok, mais tu as les droits télé, tu as plusieurs pays, les négociations. Tellement d'oseille. L'NBA, ils savent faire. Mais ça veut dire que tu as des plateformes, à quel prix? Parce que c'est aussi ça. C'est à quel prix? On le voit avec le foot français en ce moment. On le voit, une fois c'est DAZN, une fois c'était Mediasport, etc. Il y a des problèmes d'ailleurs. Et il y a encore des problèmes sur les droits, et ça fait que baisser les droits. Et finalement, parce que moi, je pense aussi aux fans. Et on en a beaucoup parlé. Tu as dit les fans qui sont les fans européens, c'est des fans hardcore, entre guillemets, dans le sens où ils vivent pour leur pays, ils vivent pour leur équipe. Voilà, tu verras pas un mec du Partizan supporter l'étoile rouge. Au contraire, ils vont se mettre dessus. Le fan derrière, pas lambda, mais le fan qui dit bon, mais moi, je veux regarder du basket. Non, mais ils visent pas le même public. C'est ça. Donc, tu vises un nouveau public. Tu vises le public, je veux dire, presque américain. Ou on peut voir aussi dans le supporter du Paris Basket, c'est un public plus familial. Tu vas venir, mais bon, tu vois l'oseille qu'il va mettre, ça veut dire que tu viens en famille. Déjà, l'Euroleague c'est cher. T'as lu dans mes bons, c'est exactement ça. Tu vises un nouveau public, c'est-à-dire que tu vises des familles, mais c'est quoi le tarot? Parce que, ok, moi tu peux viser un nouveau public. Moi tu me dis, bah il faut mettre 60 ou 70 € pour une place. Et c'était tout là-haut, etc. Ou tu me dis tous les mois il faut payer, je sais pas, vas-y ton abonnement, allez. Et surtout que t'as pas les mêmes revenus qu'aux États-Unis, tu vois. Dans certains pays, allez, en France, tu peux dire que c'est comparable. En Espagne, c'est quand même moins. En Angleterre, ça dépend des périodes. Ça dépend, mais après, où est-ce que tu vas implanter tes autres équipes? Bon, c'est sûr que si c'est au Proche-Orient, il n'y aura pas de problème pour ça. Mais donc voilà, c'est vrai que c'est plein de questions, c'est encore très très flou. Exactement. Moi, personnellement, pour un peu conclure sur ça, parce qu'après, on va finir quand même, moi, je vois pas ça cette arrivée d'un bon oeil. Voilà, dis bien. Je trouve que le basket européen, en effet, mérite d'être mis en avant. Mais là, on va voler l'Euroleague et on va essayer de le marketer. Et en fait, le fait qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, pour moi, ça va conduire à une crise et ça risque d'exploser encore plus. C'est-à-dire que l'Euroleague, vous nous prenez pour des petits cons, par exemple, Partizan et Belgrade, bah vas-y, on signe pas avec vous. Mais le NBA Europe, vous ne voulez pas, ok, bah on va faire une ligue avec les clubs russes, par exemple, je dis n'importe quoi, parce qu'on sait que la Serbie et la Russie, ils sont pas trop en mauvais termes, avec les clubs russes, avec peut-être des clubs du Proche-Orient, avec les clubs israéliens, on fait une autre ligue, et il y a encore une autre ligue, et donc si tu veux suivre en fait des équipes dont tu es fan, dont tu suis depuis longtemps, tu vois, moi, bon, nous ça fait pas si longtemps qu'on suit l'Euroleague, mais je veux dire, le Panathinaikos, c'est une équipe qui ça fait des années, des décennies qui sont en Euroleague, l'Olympiakos aussi, les clubs de Belgrade, les clubs turcs, même on peut parler du CSKA Moscou, tu vois, c'est des clubs qui ont une histoire vraiment, et en fait tu vas repartir de zéro.
c'est vrai que c'est compliqué, et encore une fois, si ça peut être le mot de la fin, en tout cas, mon mot de la fin, c'est que c'est l'oseille qui régit tout, tu vois. Le but, c'est de se faire le plus d'oseille, peu importe si ton produit il est pourri, peu importe si, tu vois, aujourd'hui, la saison régulière NBA, c'est une torture. Heureusement qu'il y a des trades, heureusement qu'il y a des performances à 70 points, etc. Pour que... Mais tu vois, maintenant, on banalise. Demain, tu vas voir un match, regarde les matchs de Steph Curry dernièrement. Ouais, mais 50 points. Oh, ouais, ça va. Ouais. Non, mais tu vois, tu te réveilles, tu vois Steph Curry 52 points, tu te dis, oh, ouais, dingue. Là, Giannis, il a fait 20 passes. Je me suis dit, bon, 20 passes quand même. Mais en vrai, tous les soirs, t'as un truc de ouf. Et en fait, c'est tellement dilué parce que c'est tellement dans le truc de. Ah, on veut de la perf, on veut du highlight, etc. En fait, tu perds la tension que tu peux avoir, par exemple, dans des matchs d'Euroleague. Et tu vois, la saison régulière d'Euroleague, tu vois, t'es 8ème, t'es 10ème, tu peux être 4ème demain, tu vois. C'est une folie, genre. Bon, cela dit, en conférence Ouest, dans NBA, c'est pas mal. C'est vrai que c'est la guerre. Et donc voilà, je vais conclure sur ça. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Moi, ce que j'avais dit, j'avais mis un commentaire la semaine dernière quand on nous a posé la question sur. Vous avez parlé de la NBA Europe, j'ai dit l'Euroleague aurait tout intérêt à travailler avec la NBA. Parce que exactement, l'Euroleague a tout intérêt avec la NBA, mais bon, j'y crois moyen, je pense que ça serait une ligue concurrente et ça ferait mal à notre Euroleague. Donc mon conclusion, il est là, c'est qu'ils auraient tout intérêt à le faire, mais on sait très bien qu'ils ne vont pas le faire, et que, comme tu l'as très justement dit, les deux vont être perdants, je pense, à terme. Ouais, bah écoute, on verra. En tout cas, fuck Donald Trump. J'aime bien. On finit sur le 5 de la semaine ? Allez, let's go. Allez, c'est parti pour le 5 de la semaine. Ton 5 de la semaine, normalement, ça joue au basket. Normalement, ça joue au basket. Vas-y, dis-moi. Kendrick Nunn. Ouais, je suis d'accord. Mario Hezonja. Ouais, je suis d'accord. Alec Peters. Ouais. Vincent Poirier. Ouais. Ah, il m'en manque un. Bah oui, t'en manques un. En plus, c'est un chouchou à toi. Putain. T'as mis qui, toi? Levi Randolph. C'est vrai. Mon gars, tu tapes le Bayern. Ouais. Tu fais plus de 20 points. Non, mais c'est clair. Il m'en manque un. Oui, non, mais je suis d'accord, ça me va bien. Voilà. Ouais, ça me va bien. Ça peut t'aller. Hein. Ça joue au basket en plus, j'aime bien. Ça joue au basket, c'est équilibré. T'as un 4, t'as un 5, t'as un 3, t'as un 2, t'as un 1. Enfin, Randolph, c'est un peu un 3, mais il peut jouer 2. Donc, pas mal, 24 déval. Ouais. Non, c'est bien, c'est bien. Correct. Si Carson Edwards avait gagné un match, il aurait pu rentrer. Ouais. Mais bon, il sera All Euroleague First Team, je pense. D'ailleurs, la semaine prochaine, donc du coup, Brad est encore pas là. Donc je pense que la semaine prochaine on fera en visio parce que ce sera quand même après la dernière journée, donc on aura justement le classement, les oppositions en play-off et en play-in. On fera aussi les trophées. Oui. MVP, All Euroleague First Team, Second Team, Coach of the Year, même si moi je le dis c'est Gordon Herbert. Voilà. Donc voilà. Il n'y a pas de débat, on commence même pas à tchatcher, il n'y a pas de débat. N'hésitez pas, je vous rappelle, à mettre un like, à vous abonner. Tout à fait. À commenter, à débattre avec nous. Mettre un pouce dans le fiac de Oz. Ouais, j'aime bien. Et du coup, voilà. Je viens de penser à un truc, j'ai pas donné des news, quelques news. Mais des news en FIF. En rapide. Keenan Evans. Ah oui, il devrait revenir là. Ajouté au roster de l'Olympiakos pour le dernier match face à Berlin. Ouais, non, pas face à Berlin, c'est pareil qui joue Berlin. Donc il doit jouer Maccabi, ou je sais pas, il joue qui, mais. Oui, pour le dernier match. Je sais pas qui joue, je me suis trompé, mais. Keenan Evans. J'ai hâte. S'il joue, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. L'Olympiakos, il joue Maccabi. Maccabi, c'est Maccabi. J'ai vu une équipe en jaune, j'ai dit direct là. Ok, donc Keenan Evans, déjà. Punter qui a signé pour 12 millions sur 3 ans, donc c'est bien. Le Barça se l'offre et le conserve. Duško Ivanović a été renouvelé à Bologne. Ça, on s'en fiche un peu. Et surtout, je voulais juste avoir ton avis pour clôturer là-dessus. Bah, c'est plus qu'une rumeur parce que je crois que c'est le président de Bologne qui l'a annoncé que Dubaï allait avoir une équipe l'année prochaine. Bah, en vrai, on a fait déjà une vidéo dessus. Mais juste en une phrase, qu'est-ce que toi t'en penses? C'est toujours pareil. Moi, c'est la même chose. C'est l'oseille qui compte. Okay. Autant, alors on parle d'équipe historique. Tu vois, le Maccabi Tel Aviv, historiquement, ils sont en Euroleague. C'est une équipe. Enfin, le nom du truc, c'est Euroleague, tu vois. Bon, vas-y, prends les clubs européens. Dubaï, ils ont en affaire là. Maintenant. Si tu veux, en plus maintenant avec la menace de l'NBA, il faut que tu aies des alliés avec de l'oseille. Et aujourd'hui, l'oseille, il est où? Il est au Moyen-Orient. Donc voilà, tu vas chercher à Abu Dhabi. Là, c'est pour ça que tu vas faire un Final Four à Abu Dhabi. C'est pour ça que tu avais l'idée que Dubaï aille en Eurocup. Peut-être qu'ils vont aller directement en Euroleague, sachant que l'année prochaine, l'Euroleague va passer à 20 équipes. Donc ils rajoutent 2 équipes. Ou même 22. Non, 20 équipes, je crois. Passe à 20 équipes. Je sais plus, mais je crois que c'est 20. Donc tu vas rajouter 2 équipes. Il y avait question peut-être que ce soit les clubs russes qui reviennent. Ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin, donc peut-être que voilà, ça va rajouter Dubaï, plus le vainqueur de l'Eurocup, ou Valence qui, même s'il ne gagne pas l'Eurocup, qui fait une grosse saison. Donc voilà, à voir, mais moi je suis pas du tout... Enfin voilà, je suis raciste, donc je préfère une ligue avec que des Européens qui ont les mêmes voitures que nous. Je pourrais clipper ça et... Ah ouais, une clôture, waouh! Vraiment, vraiment, je suis pas cordon. N'hésitez pas à nous cancel. Ouais, catastrophique. T'es d'accord pour que Dubaï vienne?
Alors, c'est catastrophique ta clôture. En fait, à partir du moment où Qu'est-ce que tu penses des Arabes qui jouent au basket? J'adore. J'adore. Ok. Point final. Très bien. Redouane, hein. Je sais pas si tu regardes encore la vidéo, mais hein. Mais non, mais en fait, à partir du moment où t'as le Maccabi, bah voilà. Point, c'est tout. Ah oui, non mais voilà. C'est- Mais c'est c'est- pour ça que je dis que, à mon avis, ça va se faire. C'est à partir du moment Mais où t'as pour le la même Maccabi, raison qu'il y a le Maccabi, voilà quoi. Et tu as raison, c'est 20 équipes, c'est pas 22, c'est bien 20 équipes pour l'année prochaine. Très bien. On se dit à la semaine prochaine. Yes. Bah. Thanks.